Bonjour à tous, bienvenue sur ce live. Aujourd'hui, on parle du Pattern Factory. Donc c'est un patron de conception, on appelle ça en fait un design pattern en anglais. L'idée en fait des design patterns déjà en soi, c'est d'avoir des réflexions qui ont été faites sur certains sujets et qui proposent des solutions techniques, des façons de réaliser du code pour répondre à un besoin particulier. Alors, il y a plein de design patterns qui existent, je pourrais vous en citer beaucoup et on va en voir d'autres à l'occasion aussi. Il y a par exemple déjà Antoine qui avait fait un cours sur le design pattern singleton. On pourra aussi parler du design pattern factory, de multiton et beaucoup d'autres, enfin il en existe pas mal. Et il existe aussi autre chose qu'on appelle les anti-patterns, qui sont des contre-exemples de conception, qui sont en fait des exemples qu'il faut surtout éviter, c'est des exemples de mauvaises pratiques. Et tous ces design patterns et anti-patterns, c'est des choses qui sont intéressantes de connaître ou d'avoir déjà vu au moins une fois dans sa vie, parce que ça permet d'éviter de réinventer certaines choses et d'éviter de mettre en place des mauvaises pratiques pour certains besoins. Donc aujourd'hui, le Design Pattern Factory, alors celui-ci, en fait, il s'appelle Factory pas par hasard, Factory pour du coup une fabrique ou une usine. L'idée, c'est d'avoir en fait quelque chose qui va permettre la création d'autre chose. C'est un peu flou pour l'instant, mais vous allez voir, ça va venir après. On s'en sert beaucoup en programmation orientée objet. Justement, l'exemple que je vais faire sera en programmation orientée objet. Ça va servir, par exemple, si on a plusieurs classes qui sont similaires mais différentes et qu'on ne veut pas nécessairement avoir à gérer les différents cas pour chaque classe systématiquement dès qu'on les utilise. On peut utiliser du coup le pattern factory qui lui va se charger de rediriger, de savoir en fait laquelle des classes a besoin d'être instanciée dans un cas X ou un cas Y. Et nous, derrière, on récupère quelque chose et on l'utilise sans vraiment avoir besoin de savoir ce que c'est. Et ça nous fait gagner du coup pas mal de temps derrière. Alors l'exemple que j'ai prévu, c'est sur de la génération de formulaires. Alors j'ai fait quelque chose de très simple pour l'instant, je ne vais pas aller jusqu'au bout pendant le live, mais c'est pour apporter justement un premier élément de réflexion là-dessus. Mais on pourra aller très loin là-dessus et générer des choses très avancées. Là pour l'instant ce que j'ai prévu, donc c'est on a une partie tools qui va être sur la gauche, j'ai déjà prévu un petit peu le CSS, hein, où on va pouvoir sélectionner du coup le type de champ de formulaire qu'on veut. On va pouvoir préciser un name et on va pouvoir préciser aussi le type dans le cas où c'est un input pour dire si c'est un type texte, un email, un nombre ou éventuellement autre chose. Et on a un bouton pour ajouter. Alors ça reste un léger, on pourra éventuellement compléter. Je vais ouvrir déjà ça pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble pour l'instant. Hop, c'est assez simple. Je vais zoomer un petit peu. Voilà, donc on a notre formulaire à gauche, on peut choisir ici input, select, checkbox, radio, text area, mettre un name et définir si c'est texte, email ou nombre, etc. L'idée, c'est d'avoir du coup du JavaScript qui va permettre, quand on clique sur le bouton ajouter le champ, et ben tout simplement de générer le champ qui va bien avec, mais sans s'encombrer de devoir faire des if else à chaque fois pour savoir quel champ on a récupéré, comment on va l'afficher, comment on va l'utiliser, etc. Donc on va commencer par quelque chose de très simple, un fichier index.js pour gérer l'événement. Alors l'index, je vais le charger. Alors, ouais, j'ai encore tout ça qui est chargé, je le dirai. Donc je charge l'index ici. L'idée de ce fichier index, bah, c'est tout simplement qu'il puisse gérer l'événement quand on clique sur le bouton pour créer un nouveau champ. Alors, je reprends un petit peu. Hop. Donc, au niveau du HTML, le bouton a un ID qui s'appelle add_field. Donc, on va faire un document.query selector dièse add_field add event listener. Clique avec une fonction. Voilà. Et c'est ici qu'on pourra du coup appeler la façon de créer. Alors, si on part de base sans faire de factory, on pourrait alors déjà avoir un dossier avec un dossier qu'on va appeler field par exemple, dans lequel on va avoir les différentes classes. On peut commencer par exemple par la classe input.js qui va permettre de gérer un input avec un constructeur tout simple auquel on va passer le type. On va passer des options, ce sera plus simple.
Hop. Et on va par exemple faire this.name égale option.name et this.type égale option.type. Rien d'extraordinaire jusque-là. Et derrière, avoir une classe de création, pardon, une méthode de création. Hop, alors, on va faire par exemple une méthode create pour créer le composant lui-même. Dedans, bah, on va faire un this.element égale document create element, ça vous devez déjà connaître normalement. Create element input, voilà, on crée un nouvel élément pour le DOM en input. On va lui dire que this.element.type égale this.type et this.element.name égale this.name. Hop, rien d'extraordinaire jusque-là. Si jamais vous êtes perdu, n'hésitez pas hein, que je précise tout ça, mais je pense que ça, ce sont des choses de base que vous devriez déjà avoir rencontrées. On pourrait faire un deuxième fichier tant qu'on y est. Checkbox par exemple. .js. On va repartir à peu près sur la même logique. Le checkbox, par contre, il ne va pas avoir de type, c'est déjà un checkbox. Impute this.type, on va lui mettre directement checkbox en minuscule. Et le this.name. Et voilà. Donc on a nos deux éléments. Et imaginons sur le clic, bah, l'idée, ce serait dans un premier temps de récupérer le type de champ. Donc je l'avais appelé field. Donc il faudrait faire ici un document.querySelector sur dsfield.val. Et du coup, il faudrait faire un if val égale input. À ce moment-là, on va créer un let input égale new input avec en option un objet anonyme avec le type qui serait hop, dans le champ type. Où est-ce qu'il est? Ici, id type. Donc document query selector type value. Ici j'ai oublié le value d'ailleurs. Hop. Et je passe à la ligne et je mets un name de point, ça va être la même chose avec le name. Voilà, et du coup, vous voyez déjà là, j'ai juste fait le input avec deux petites options pour en avoir beaucoup plus. Ça me prend déjà quelques lignes et je me rends compte que derrière, je vais avoir un else if. La même chose, c'est égal à checkbox, etc. Et voilà, je peux faire ça pour chaque type de champ. Et je me retrouve avec un truc très compliqué à gérer qui ne va pas être pratique. C'est là que va entrer en compte du coup le factory qui va me gérer le fait qu'il va faire cette instance de new input, new checkbox ou autre chose en fonction d'informations que je vais lui passer. Donc je vais créer un nouveau fichier qu'on va appeler field factory. .js. Alors on peut l'appeler comme on veut, hein, mais je vais l'appeler comme ça pour l'exemple. Donc classe field factory dans lequel on a un constructeur auquel je vais passer le type de champ qu'on veut créer et les options en question. Et l'idée ici, c'est ici justement gérer les différents cas. Alors je pourrais le refaire avec if-else. Pour l'exemple, on va plutôt utiliser le switch qui sera un petit peu plus adapté. J'aurais pu le faire de l'autre côté aussi, mais bon. Au moins ça permet de voir aussi dans quel cas ça peut être pratique d'utiliser un switch plutôt qu'un if-else. Donc on va faire un switch sur type. Une case, on avait dit input pour le premier. Dans le cas où on a un input, on va faire un return new input auquel on passe les options en question. Et ensuite, on va faire un case hop, checkbox auquel on va faire un new checkbox auquel on passe les options aussi. Alors j'ai oublié ici de mettre checkbox, hop, ça sera mieux. Et ici j'ai fait une faute. Voilà. Je vais penser à charger les fichiers aussi ici, ça pourrait être pratique. Donc on avait
field slash. Hop, je vais m'en sortir. Field slash input. Field check box. Donc le cas. Et le field factory. Ce qui va changer pour le index cette fois-ci, c'est que tout ça, je vais plus vraiment en avoir besoin. Alors peut-être un petit peu quand même, mais pas tout. Je vais le garder un peu plus bas pour récupérer, je le supprimerai après. Et donc ici, on va appeler on va faire un let field égale new field factory, auquel on va passer donc toujours les deux paramètres quand même, le type et l'option. Et là, tout ça, on n'en a plus besoin du coup. Voilà, et ça va nous gérer tous les cas directement, et notre field sera du coup la classe associée. Alors pourquoi? Je vais reprendre un petit peu ça. Tout simplement parce que dans le constructeur, au lieu de construire un objet field factory, en fait, on retourne un objet autre chose. Et le fait d'utiliser un return dans un constructeur, ça reste une méthode, un constructeur, ça va faire qu'en fait, le this courant va correspondre à ça en quelque sorte, ou en tout cas, il va le retourner, et du coup, notre field qui est ici, au lieu de nous retourner le field factory qui a été créé, il va nous retourner le input, ou le checkbox, ou autre chose. Et du coup, on va pouvoir gérer ça beaucoup plus facilement. Imaginons derrière, par exemple, on va ajouter une méthode. J'essaie de réfléchir. Bah, rien que le create, déjà, il peut être un peu différent. Alors là, il est le même quasiment des deux côtés. Si je fais un nouveau fichier pour les select, par exemple, select.js, alors celui-là, on peut reprendre un peu ce qui a été fait ici. Il y a des choses qui vont être similaires. On va avoir le name. On va avoir une liste d'options. Car dans un select, on a des options. Ce qu'on n'a pas sur un input ou un checkbox. Donc on va mettre un tableau vide par défaut, par exemple. On pourra voir après pour améliorer. Et il y a des choses que j'ai oubliées. Alors gérer les options. Alors je vais gérer comme ça. Il y a un petit truc qui existe aussi. C'est de faire en fait option end object.assign 6 options. Ça, en fait, ça va prendre toutes les propriétés qui sont dans options et les affecter dans this. Et du coup, ça va revenir à la même chose que ce que j'ai fait ici, en fait. Donc là, j'ai que deux propriétés, c'est pas énorme. Mais dans certains cas, on peut avoir 10, 15, 20 propriétés dans l'objet. Et du coup, en une seule ligne, on va être capable de tout affecter en une seule fois. Ça va être plus pratique. Donc je vais plutôt utiliser ça. Hop. Sauf qu'ici, j'aurai une liste d'options en plus. Alors je vais le mettre après. Comme ça va permettre, dans le cas où la liste d'options n'a pas été passée à option, on a un tableau vide quand même, au lieu de rien avoir du tout, et ça évitera les erreurs par la suite. Au niveau de la création d'éléments pour le select, bah pareil, ça va être un petit peu différent. Alors là, j'avais un input, là, ça va être un select. Au niveau du type, je ne vais pas en avoir dans un select. Le name, on a toujours un name. Et le truc en plus, c'est qu'on va avoir une boucle for let option of this.list option. On va créer des éléments en plus, donc let option élément par exemple, égale document.create élément option. Ensuite, on va faire un option élément.value égale option.value et option. J'aurais peut-être pas dû mettre un S ici. Ici. Hop, point inner HTML égale option.label par exemple. Et ensuite, ce sera. Oui, il faut ajouter un this.element.appendChild option élément pour ajouter du coup l'option qu'on vient de créer dans l'élément select. Voilà à peu près ce qu'on peut faire. Alors on va aller le tester un petit peu. C'est pas tout à fait fini non plus. Je vais reprendre parce que là on a créé l'élément mais on n'en a rien fait. Si on veut en faire quelque chose, il suffirait simplement de rajouter. Alors, où est-ce que je vais l'ajouter? J'avais prévu une zone, je crois, dans forme.
Donc un document .query selector dièse form .appendChild field.element. On va tester ça, voir ce que ça donne. Si je prends par exemple un input, je vais lui mettre le nom test en type texte, ajouter le champ, ça ne fonctionne pas, il doit y avoir un petit bug. Alors je prends les outils de développeur, je vais les raccrocher. Hop. Append chain node, index.js ligne 7. Alors pourquoi field factory, élément, il n'existe pas. Ok. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je vais aller débugger ça, on va voir ce qui se passe. Hop. Donc dans le field factory, on a un type qui n'est pas défini. Ah oui, j'ai oublié le type. Suis-je bête? Donc ici, il y a deux paramètres à field factory. Le premier, c'est le type, et le type, on le récupère dans field. Field factory, dans index, ici, on va avoir document query selector dièse field value virgule. Hop. Je vais retester ça tout de suite. Donc input test en type texte, ajouter le champ. Toujours pas. Quel est le problème? Ça c'est nul. J'ai dû faire encore une erreur quelque part. Ah oui, je l'ai coupé ici. Je l'ai pas vu. Donc, input test, je vais revenir à bout. Hop, ajouter le champ. Hop, alors. J'ai l'impression que le factory a bien été créé, effectivement, mais il n'a pas un element. Alors, field factory, new input. Input, il est ici, constructeur. Et j'ai pas fait le create. Alors, on va le rajouter le réducteur sur 36.create. Hop, je vais le mettre dans les deux autres aussi. Cette fois-ci, le élément existe bien. Il a bien été ajouté. Donc là, j'ai bien mon élément ici qui a été ajouté. Si j'inspecte, c'est bien input type texte avec le name test, comme je l'ai précisé ici. Et si je mets un test 2, par exemple, il devrait m'en ajouter un deuxième en dessous, à côté, par exemple, qui a, lui, normalement bien le name test 2. Donc on voit déjà que le factory fonctionne bien, ça c'est pas mal. On va voir pour aller un petit peu plus loin quand même. Au niveau du input, alors ce qui serait pratique, c'est de générer aussi un input avec un label. Alors ce qu'on pourrait faire, je réfléchis 2 secondes, mais... Hop. Oui. Pour aller un petit peu plus loin aussi, parce que là, on n'est pas trop mal, mais il y a moyen de faire mieux. On va par exemple juste le tester avec un select, hein. Le type n'a pas d'importance dans ce cas-là. Name, je vais l'appeler select1. Ajouter le champ. Ça ne fonctionne pas, je vais aller vérifier ça. Qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? Mon field est bien créé. Au niveau du select, j'ai bien appelé le this.create. Ok. Bon, c'est peut-être ça qui est mal créé. Je vais vérifier ça. Ici, donc au niveau du factory, le type, ah ben j'ai pas prévu le case tout simplement. C'est sûr que ça ne va pas fonctionner dans ce cas-là. Hop, je reprends. Input test. Normalement il s'ajoute bien. Et si je fais un select test 2, il s'ajoute bien aussi. Alors il m'a fait un checkbox par contre. Ça c'est étonnant. Ah bah oui, j'ai laissé checkbox ici. Bon, au moins on voit que le checkbox fonctionne bien. Input
test, texte, hop. Je vais le tester aussi, tiens, avec un email, test mail, hop. Je vais enlever les points d'arrêt. Un checkbox, check, hop, et un select, select, qui ne fonctionne toujours pas. Alors je vais juste vérifier vite fait. On a bien le type texte, le type email avec test mail et le checkbox avec check. Il y a juste le select qui ne veut pas parce que j'ai pas chargé le fichier dans l'index. Hop, je retente le select. Voilà, cette fois-ci le select fonctionne. Alors j'ai pas la liste d'options parce que j'ai pas prévu dans le formulaire à gauche de pouvoir en ajouter. Mais techniquement, on pourrait rajouter un petit champ ici pour ajouter des options très facilement. Voilà, alors à quoi ça va nous servir tout ça? Bah déjà, vous avez vu que ça nous fait gagner un peu d'espace ici, ça va être plus simple à gérer, on a juste à faire un field factory, et derrière tout est géré. Mais on peut aussi gérer des choses plus avancées, par exemple en commençant à faire de l'héritage. On pourrait par exemple faire ici donc, une classe field.js, une classe field, hop, qu'est-ce que j'ai fait une faute? Ah oui, j'ai mis un point virgule. Classe field, l'idée c'est qu'elle reprenne un peu le concept de ce qui a été fait et les autres classes vont en hériter, vont donc hériter de tout ce qui a été fait dans la classe mère. Donc constructeur, on va passer les options. This.label égale document.label. Ça va nous permettre de créer un label pour le champ. Et on va faire un this.label.innerHTML égale option.name. Hop. Et on va faire une méthode append, ça pourra nous servir aussi pour ajouter justement le champ avec tout ce qui va bien dans le formulaire. Je réfléchis 2 secondes, mais plutôt create. Donc let form field égale document.create élément, on va l'appeler div par exemple. J'avais prévu une classe particulière justement pour ça. Donc je vais l'ajouter, class list.add form-field, ça permet juste de faire un display block pour que l'affichage se fasse les uns en dessous des autres et pas coller les uns à côté des autres comme on peut l'avoir jusqu'à présent. Form-field.appendChild, on va lui mettre le this.label et form-field.appendChild, on va lui mettre le this.élément. Document query selector, non, ça je vais pas le faire. This.contents égale, je peux l'appeler comme ça directement, ça m'évitera une ligne en plus. Hop. Hop. Et du coup au niveau de l'index, on va plutôt faire field.content. Je vais retester, je suis pas certain que ça fonctionne, mais on va voir ça. Ok, il y a une erreur. Bah oui, je suis loin d'avoir fini. L'idée derrière, c'est de pouvoir implémenter donc, cette classe sur toutes les autres. Donc on va rajouter une extension extend field sur les classes, comme ça elles héritent de la classe field qu'on vient de faire. Je vais aussi charger la classe field ici. Ça pourrait être plus pratique. Si je reprends ça. Muscol super constructeur, effectivement. Quand on hérite dans le constructeur, il faut obligatoirement appeler le constructeur parent. Pour ça, on fait un super option. Le super va du coup appeler le constructeur de field.
Append chain of node. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? J'ai bien mon field, qui a bien élément et un label, mais il n'a pas de content. Alors, je vais aller débugger un petit peu, voir ce qui se passe. Hop, quand on crée l'élément. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, si je vais trop vite, n'hésitez à me le dire. Donc ici, quand j'appelle ça, on fait un field factory sur un type input. Du coup, on appelle le new input. Le new input ici, il appelle le super, donc du coup, il va appeler le constructeur de field. Le constructeur de field, hop, il fait ça. Et c'est le create de field qui n'est pas appelé à tous les coups. Oui, c'est bien ça. Et je ne sais plus d'ailleurs comment on appelle une fonction parent. JS call parent method. Super, tout simplement. Donc on va faire un super create ici, qui va du coup appeler la méthode parent à chaque fois. C'est peut-être pas la version la plus optimisée, mais on va tester ça déjà. Donc je reprends input, test. Ok. Et là, du coup, notre champ s'affiche bien avec un label. Le tout est dans un bloc form field, ce qui est pratique. Et je vais pouvoir prendre un select, par exemple, pour tester avec select. J'ajoute mon champ, j'ai bien mon select qui ici, toujours pas d'option parce que j'en ai pas prévu. Mais du coup, on arrive bien à gérer les différents cas. Grâce au factory, on a les différents types de champs. On pourra en faire d'autres. J'en avais prévu d'autres à l'origine, mais bon. On pourrait faire du checkbox, radio, textaria, etc. Ça reviendra un peu au même. Du coup, on est capable d'instancier la bonne classe. Au final, le crate de chaque classe va permettre de créer l'élément qui correspond à ce dont on a besoin. D'ailleurs, le crate pourrait être appelé directement dans l'index. Hein. Après avoir fait le factory, on fait le crate et on récupère le tout. Et la classe mère va nous permettre de gérer un truc un peu plus global, justement, l'ensemble des éléments, et en gérant justement le côté d'avoir à la fois une div qui englobe un label et le champ qu'on génère en question. Ça va être dans tous les cas. On pourrait aussi faire un cas particulier pour le checkbox pour que le label soit après l'élément et pas avant, ou ce genre de choses. Mais voilà, on peut aller très loin après. L'idée, c'est surtout d'avoir vu toute cette logique de factory qui fonctionne surtout avec ça, en fait. C'est cette partie-là qui permet de gérer le factory et le fait derrière d'instancier un new factory en lui passant les valeurs qui vont bien.